Cédric, merci Philippe. Bonjour à tous, à toutes. Donc, je vais avoir cette tâche un peu particulière de parler de coûts, de répartition des coûts par fonction, une notion qui est centrale et qui est connue et qui présente des subtilités, des difficultés que je vais essayer d'aborder. Alors, en préparant cette présentation, je me suis rendu compte que j'avais été très ambitieux et que finalement, ça touchait tellement de domaines que dans le temps qui est imparti, je vais avoir du mal à tout traiter. Alors, je vais faire de mon mieux. Alors, de quoi on va parler dans cette présentation? Premièrement, de deux univers qui sont à réconcilier par cette approche. C'est l'univers des besoins d'un côté, du côté des parties prenantes, et l'univers des solutions de l'autre. Ce sont deux univers qui sont normalement inconciliables et qu'on va essayer de réconcilier. La question de base, bien sûr, c'est pourquoi répartir les coûts par fonction? Qu'est-ce qu'on en attend? À quoi ça va nous servir? De quel coût s'agit-il? Parce que quand on parle de coût, évidemment, derrière, c'est un iceberg et il y a beaucoup de choses. Les fonctions, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les fonctions qui nous intéressent? On est dans les fonctions techniques, les fonctions de service. Et est-ce que les coûts par fonction sont suffisants pour prendre des décisions? Voilà. Alors, en conclusion, bien entendu, on sera dans la complexité. Alors, j'ai un petit problème d'affichage, mais enfin voilà, je vais faire avec. Donc, ces deux univers dont je vous parle, il y a d'un côté l'univers des besoins, qui est en réalité un univers qui est indéfini, surtout au début des projets, et de l'autre côté, un univers des solutions, qui lui, qui est un univers absolument infini, parce qu'il ne dépend que de la créativité de vos équipes, du temps que vous allez y consacrer, de l'énergie que vous allez y consacrer pour trouver de nouvelles solutions. Entre les deux, vous êtes là, vous, chef de projet, analyste de la valeur, équipe projet, vous avez des outils, des méthodes de valeur, et vous allez essayer de gérer cette interface. Alors, au début du projet, qu'est-ce qu'il y a au début des projets? Quels sont les déclencheurs des projets? Les déclencheurs, c'est toujours des cailloux dans la chaussure, des épines dans le pied. J'ai symbolisé ça avec des cactus. Parce qu'on ne lance un projet que quand on a un moteur puissant qui nous pousse à aller vers le changement. Les entreprises et les individus répugnent au changement. Donc, on a ces incitateurs et est-ce que le projet est défini au départ avec cette liste de cactus? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en réalité, on a un ou deux déclencheurs qui sont clairs pour tout le monde, mais il y en a quelques-uns qui sont venus s'ajouter en se disant, tiens, si à l'occasion de ce projet, de ce développement de produits, de services, si on incluait le traitement de cette difficulté-là, de ce problème-là, on n'est pas du tout dans la résolution de problèmes, on est dans des problématiques complexes qui sont potentiellement, qui vont former le projet qu'on va lancer. Donc, au fur et à mesure, on va intégrer ou non tel ou tel cactus, telle ou telle difficulté, tel ou tel objectif. Alors, derrière ces besoins, évidemment, il y a des exigences à satisfaire. Et les exigences à satisfaire, comment on va les identifier, comment on va les mesurer, comment on va les dimensionner, c'est en discutant, en dialoguant avec les parties prenantes qui sont à l'origine de ces besoins-là. De l'autre côté, du côté de l'univers des solutions, là, j'ai fait simple, j'ai pris des sacs pleins de dollars, parce que, bien entendu, le paramètre coût est très important, mais derrière chaque solution, il y a des coûts, c'est évident, chaque solution potentielle, mais il y a aussi des performances, il y a aussi des risques, il y a aussi des difficultés, il y a aussi des délais de déploiement, il y a beaucoup de choses derrière chaque solution. Je l'ai symbolisé avec le dollar pour faire court. Les solutions vont être développées par nos experts, des experts internes ou externes. Donc, d'un côté, on a des parties prenantes qui connaissent et qui sont à l'origine des besoins, et de l'autre côté, on a les experts qui connaissent et qui sont à l'origine des propositions de solutions. Ces propositions vont nécessiter des arbitrages et vont entraîner des décisions. Donc, nous sommes là au milieu du gué entre ces deux univers. Et j'aimerais que vous gardiez tout au long de cette présentation une image à l'esprit. C'est que d'un côté, ces exigences-là, de l'autre côté, ces solutions-là qui ont des performances, eh bien, sont reliées par un écheveau, par des fils conducteurs. Donc, on a cette masse de besoins, cet ensemble de besoins qui sont reliés à des solutions potentielles par des fils.
Et nous, au milieu, on va arbitrer, sectionner, relier différemment, trouver le meilleur moyen de répondre à l'ensemble des besoins avec les solutions qu'on a sous la main. Alors, pourquoi, j'ai toujours ce problème de, voilà, pourquoi vouloir répartir les coûts par fonction? Ben, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que le produit, le service, l'organisation qu'on veut redévelopper, qu'on veut améliorer, qu'on veut optimiser, cette solution, elle existe déjà. Il existe déjà un produit, un service, et qu'on va appeler solution. Cette solution, elle a des fonctions de service connues avec des performances mesurables. Cette solution, elle a des fonctions techniques connues avec des organes qui sont définis, dimensionnés. Cette solution, elle a des coûts connus qui sont analysables, décomposables. Bien entendu, ce que j'ai écrit là, c'est une vue de l'esprit parce que même dans une organisation qui existe depuis 10 ans, un service, un produit qui existe depuis 15 ans, on ne connaît pas toujours les coûts, les performances avec précision, etc. Mais la chose étant là devant nous, on peut effectivement, l'équipe projet peut se pencher dessus et produire ces analyses-là. Alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser? Eh bien, c'est déjà savoir où part le pognon aujourd'hui. Qu'est-ce qui coûte cher dans notre produit, notre service? Qu'est-ce qui coûte cher? Quelle est la satisfaction de quel besoin qui est la plus dispendieuse? Et puis, savoir aussi modulariser, être capable de répartir ces coûts-là fonction par fonction, de disposer, de se fabriquer, de se construire un référentiel de comparaison et de pouvoir aussi, en bénéficiant de cet éclairage coût-fonction, de pouvoir identifier des voies d'amélioration par rapport à un produit. J'ai des morceaux de solutions qui sont plus ou moins satisfaisantes et qui coûtent plus ou moins cher. Et je vais me pencher avec plus ou moins de moyens, plus ou moins de temps sur l'amélioration de ces choses-là. Alors, le cas numéro 2, on envisage une solution, il n'existe pas de solution actuellement, on développe un nouveau produit, un nouveau service, on envisage une solution classique. Elle existe chez les concurrents, plus ou moins, elle existe sur le marché. Alors, sachant que cette solution classique est connue, mais qu'elle n'est pas chez nous, elle n'est pas à disposition, on a un travail d'estimation qui est à faire avec l'aide des experts maison, avec du rétro-engineering, avec la consultation de fournisseurs, avec des devis archivés, avec des bases de données paramétriques. En base de données paramétriques, c'est un peu l'idéal, c'est la baguette magique. C'est lorsqu'on a réussi, par une analyse statistique d'un grand nombre de données, à identifier qu'est-ce qui, dans ce produit, dans ce service, quels sont les paramètres qui sont dimensionnants pour les coûts, qui sont généralement des niveaux de performance, qui peuvent être des caractéristiques. Donc, être capable de dire un produit de ce type-là, c'est la vitesse, par exemple, la vitesse d'éjection qui sera dimensionnante pour les coûts. Plus je voudrais de vitesse rapide et plus j'aurai de coûts importants. Et ces coûts-là, on va devoir les répartir entre les principaux modules physiques composant les morceaux de cette solution. Aucune décomposition fine, organe par organe, pièce par pièce, n'est possible comme dans le cas où on a la solution à la maison et qu'on peut la décomposer. Je peux me poser la question, dans cette machinerie-là, combien coûte exactement la production de la rondelle qui se trouve là? Je peux le faire. Là, on ne pourra pas le faire, on reste dans une approximation. Le cas de figure numéro 3, on envisage des solutions innovantes. Alors là, solution innovante, c'est quelque chose qui n'existe pas, même chez la concurrence. On a une idée du fonctionnement. Le fonctionnement, généralement, l'idée, le principe physique, le principe, le mécanisme est testé, il est validé. On ne va pas partir sur un brouillard complet dans une recherche théorique. Mais en dehors de ça, on n'a pas de maîtrise des coûts. Donc, on va produire des estimations que j'appelle grossières, des estimations qui sont au doigt mouillé, des approximations qu'on va préciser au fur et à mesure du temps du projet, mais ça sera quand même que des estimations relativement vagues. Donc, trois cas de figure qui, finalement, délimitent des niveaux de difficulté. Alors, quel coût? Lorsqu'on parle de coût, ici, nous ne sommes pas en comptabilité. Il ne s'agit pas de fabriquer des prix de vente, on ne va pas chatouiller les centimes, on ne va pas se poser la question de la décomposition complète. Il s'agit pour nous d'éclairer la décision, le choix. Est-ce que je prends la solution A, la solution B? Est-ce que je prends cet organe-là ou cet organe-ci? Et en fonction de quels critères? Mais je n'ai pas besoin d'avoir un détail complet. Et surtout,
je n'ai pas besoin d'avoir le détail des coûts de la totalité du produit du service, j'ai besoin d'avoir des éclairages sur les parties, les composants qui sont en balance, qui sont en discussion. Ceux sur lesquels je me penche particulièrement pour des raisons stratégiques, pour des raisons de besoins naissants, de besoins nouveaux, etc. Pas trop de détails. Ça, c'est une des difficultés de l'approche coût par fonction, c'est qu'on a tendance à se noyer dans une systématisation trop grande de cette approche des coûts ou de cette approche fonctionnelle d'ailleurs. Donc, on va se limiter à ce qui est accessible au changement dans le périmètre du projet. Je ne vais pas entrer dans la discussion coûts directs, coûts indirects, bien entendu, ce sont les coûts directs qui nous intéressent, mais je vais vous positionner simplement avec un outil, un outil de choix qui est tout simple, c'est est-ce que je peux agir sur ce coût-là dans le cadre de ce projet? Est-ce que je peux changer quelque chose à ce coût-là? Est-ce que j'ai l'autorité, le périmètre, la possibilité d'agir dessus? Je prends le cas classique qui est les coûts des services supports ou le salaire du PDG, par exemple, pour faire court. Est-ce que dans le cadre de mon projet de nouvel engin de transport, j'ai accès au salaire du PDG? Est-ce que je peux le réduire? Est-ce que c'est possible? Évidemment, la réponse est toujours non. Je ne pourrais pas agir là-dessus. Donc, je n'aurai de possibilité d'action que sur ce qu'on appelle les coûts directs et qui représentent dans beaucoup de cas quelque chose qui est de l'ordre de 30, 40 ou 50% du coût total. Donc, les coûts directs, pas pour des visions théoriciennes, mais parce que ce sont ceux sur lesquels je peux agir, point barre. Sur l'ensemble de cycle de vie du projet, bien entendu, puisque le produit peut, dans la solution A ou la solution B, peut sembler très bon marché, très peu coûteux, mais c'est simplement souvent parce qu'on a passé sous le tapis les coûts qui vont se déployer avec la maintenance, les coûts d'implantation, les coûts de déploiement, les coûts de mise en œuvre, les coûts de recyclage en fin de vie, toutes ces choses-là qui peuvent peser très lourd sur le budget total. Donc, on a besoin de les connaître, ces coûts, sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet. Et souvent, on a besoin de connaître ces coûts en vision marginale, c'est-à-dire qu'est-ce qui me serait suffisant de rajouter pour obtenir cette fonctionnalité-là. Quel est le coût supplémentaire dont j'ai besoin par rapport à un produit de base qui serait le produit sobre, le produit le plus spartiate possible, et de combien j'aurais besoin pour obtenir cette fonctionnalité-là. Ça, c'est quelque chose qui va nous aider à décider. Donc, ces coûts-là, on a besoin de les connaître sur l'ensemble du cycle de vie, on a besoin de les connaître sur les composants, les organes, les sous-ensembles, les modules qui constituent la solution. C'est sur les morceaux de solution. Donc, en réalité, le coût d'une fonction, ça n'existe pas. Le coût d'une fonction, si je prends un petit exemple simple, je suis un petit peu raide et j'ai des démangeaisons dans le dos et je n'ai accès qu'à 50% de la surface de mon dos avec mes mains parce que je suis un petit peu raide. Alors j'ai besoin d'un gratte d'eau, de quelque chose qui me faciliterait la vie. Alors le gratte d'eau, il a une fonction simple, c'est permettre à ma main d'aller gratouiller l'endroit qui me démange. Mais est-ce que ça a un coût, cette chose-là? Ben, dans l'absolu, ça n'a aucun coût, ça n'a pas de sens de parler de coût. C'est quand je vais parler de solutions que vont apparaître les coûts. Et quand je vais parler de solutions, si j'imagine quelque chose qui est en plastique, qui a une petite forme de main classique que vous trouvez un petit peu partout, un manche, et puis une petite main en plastique, et vous grattez le doigt avec, et c'est fonctionnel, ça marche, eh bien, on voit tout de suite, c'est des questions de dizaines de centimes, d'euros, de quelques euros, d'une dizaine d'euros. On voit que les coûts sont limités. Mais si je suis soucieux de l'esthétique, si j'aime bien être entouré par des objets qui flattent mon goût, si j'aime bien ce qui est un peu luxueux, eh bien, je vais peut-être me pencher sur quelque chose qui aura un manche en argent et qui sera en ivoire ou en corne ou quelque chose comme ça. Et alors là, vous imaginez bien que le coût de se gratter le dos à l'aide de l'outil, eh bien, ça va être tout à fait différent et on parlera de produits qui valent des centaines d'euros. Donc le coût, il apparaît du côté de cet univers des solutions, il n'apparaît pas du côté de l'univers des besoins. Il est solution dépendant. Alors,
Un, un cas particulier est à examiner quand on parle de coûts et de fonctions, c'est le cas de la CCO, de la conception à coût objectif, design to cost en anglais. De quoi il s'agit, pour faire simple? On a identifié un objectif de coût de production global sur le produit, le service qu'on veut développer, pour des raisons de concurrence, pour des raisons de marché, pour des raisons de toutes sortes de raisons. On a dit on doit sortir ce produit-là à 5 000 euros, à 500 euros, etc. Et cet objectif a été hissé au niveau des objectifs clés du projet. C'est les trois performances clés. Son atteinte est impérative. Si on n'y arrive pas, on va arrêter le projet parce que c'est un projet qui ne sera pas viable économiquement. Donc, on a un objectif qui est très raide, qui est un objectif de coût. L'objectif qui est celui de l'équipe projet, c'est un objectif sur l'ensemble du produit. Ce n'est pas un objectif détaillé, mais on va détailler cet objectif pour des raisons de dynamique de groupe, pour des raisons de fonctionnement. On va affecter cet objectif en le décomposant par sous-objectifs, par module. On va l'affecter à différentes équipes et chacune aura à charge d'atteindre son objectif à elle. Donc, on a une dynamique qui s'installe, une compétition. Bien entendu, lorsqu'une équipe à laquelle on avait fixé un objectif extrêmement ambitieux de trouver une solution pour la carrosserie du futur véhicule qui serait à 800 euros, eh bien, n'y arrive pas. N'y arrive pas. Eh bien, on va rééquilibrer la chose en leur accordant 1000 euros qu'on va aller chercher chez les autres et qu'on va affecter, répartir chez les autres, bien entendu. Parce que l'objectif global, il restera l'objectif à atteindre. Donc, on a ces rééquilibrages, mais on a une allocation des coûts par module fonctionnel. Alors, pas forcément par fonction, ça peut être par ensemble de fonctions, mais il y a des décompositions. Dans le cas du design to cost, eh bien évidemment, la connaissance des coûts par module fonctionnel est un impératif. Alors, du côté des fonctions, il s'agit de quoi? Bien, les fonctions techniques d'une solution, une solution, c'est un ensemble de fonctions techniques qui réalisent des fonctions de service. Et ce qui nous intéresse là-dedans, c'est bien entendu la satisfaction de la fonction de service. C'est l'exigence qui est définie en tête du côté du besoin. Donc, les coûts que nous allons identifier au niveau des organes, des composants, des morceaux de solution, et ils seront à rapprocher de la liste des fonctions de service, une arborescence fonctionnelle, sachant qu'il y a trois cas de figure. Un organe, un morceau de solution peut être dédié à une fonction et une seule. Ça, c'est le cas le plus simple, c'est magique. Un organe peut contribuer à plusieurs fonctions. La même pièce mécanique peut contribuer à plusieurs services, bien entendu. Et c'est une bonne conception, une bonne ingénierie, c'est de faire remplir plusieurs fonctions à un seul organe. Et plusieurs organes peuvent être nécessaires pour réaliser une fonction. Donc on voit que la bijection n'est pas si simple que ça entre d'un côté des organes et de l'autre côté des fonctions. Quel niveau de granulométrie? Je reviens toujours à cette idée d'économie de moyens, ne pas se lancer dans des analyses infinies, dans des décompositions savantes. Si on a un module fonctionnel qui remplisse plusieurs fonctions ou qui n'en remplisse qu'une, mais qu'on n'a pas besoin de le découper parce que les fonctions en question, on les accepte globalement, si on a un coût global, un coût pour l'ensemble du module, il est hors de question de décomposer le module dans ses organes et de chercher à affecter dans les sous-organes, etc., dans les composants, les coûts. Ça n'a aucun sens. On s'arrête toujours au niveau qui va aider la décision le plus haut possible. C'est la simple réflexion de bon sens sur l'économie de moyens. Alors, les clés de la répartition, c'est là la grande difficulté de cette démarche. J'ai écrit là, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, et la citation complète de Bérurier, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, que les satrapes s'attrapèrent, que les Grecs se graissèrent, et que les croisés s'élancèrent par la fenêtre. Et il n'y a pas de règle. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'il n'y a pas de règle. Seule une réflexion de groupe avec plusieurs experts, plusieurs points de vue, qui connaissent un peu la fabrication, qui connaissent les besoins, qui connaissent les différents cas de figure qui peuvent se produire, qui peuvent voyager dans des hypothèses, peut conduire à en retenir une. Alors, une chose est sûre, c'est que la répartition égale du coût d'un organe multifonctionnel entre les fonctions qui sont concernées, par exemple, j'ai un organe qui va contribuer à trois fonctions, de mettre un tiers du coût
de cet organe-là sur les trois fonctions, ça correspond jamais à aucune réalité. Alors, je vais donner un petit exemple de cette démarche, de la démarche de réflexion du groupe et montrer le côté un peu artisanal de la réflexion. Il n'y a rien de mathématique. Il y a des réflexions de bon sens, il y a des réflexions solides qui sont argumentées, mais ça n'est jamais du 100%. C'est quelque chose, c'est une approche. Alors, je prends sur un stylo bic que tout le monde connaît, le capuchon. J'ai pris volontairement un objet extrêmement simple. Et cet objet-là, c'est un organe, c'est un morceau de solution. Ce morceau de solution contribue en fait à deux fonctions. On va se limiter à ça. Il a une première fonction qui est de protéger les vêtements, la poche de l'utilisateur du risque de salissure. Ça empêche que la pointe bille ne vienne tacher vos vêtements dans la poche de votre veste. Et puis il y a une deuxième fonction, ça facilite l'accroche dans la poche, dans les vêtements. Donc faciliter l'accroche, voilà, il y a deux fonctions. Alors ces deux fonctions sont réalisées comment? C'est une seule pièce en plastique moulé. Voilà. Cette pièce en plastique moulé, on sait que le moule est très utilisable tant de fois, qu'on a tant de centaines de milliers de pièces, on a une idée du coût du moule, sa répartition, on voit la matière, on connaît cette matière-là, on connaît son coût, on est capable de chiffrer au dixième de centime près cette pièce-là. Mais alors comment en répartir le coût par fonction? Bien, pour la fonction protéger la poche, je n'ai pas besoin de la petite prolongation de l'épinglette, je pourrais la supprimer et n'avoir que le cône. Donc j'aurai une pièce plus simple, un moule plus simple, moins de matière, et je peux faire un calcul approximatif et dire si cette pièce-là coûte aujourd'hui 2 centimes, eh bien je peux supposer qu'à 1,5 centime, j'aurai la fonction simplement protéger la poche du risque de salissure. Et de l'autre côté, la fonction s'accrocher dans la poche, elle est remplie par cette petite prolongation, mais elle ne peut pas tenir toute seule. Il faut qu'elle puisse s'accrocher sur le silo. Donc, à minima, il y aura un anneau de matière qui viendra se fixer sur le silo, j'imagine. Donc, la matière, on aura peut-être la moitié de la matière qui est consacrée aujourd'hui à cette pièce-là. Le moule lui sera relativement complexe, et puis on fait un petit calcul. Lorsque j'additionne les deux approches, je n'obtiendrai pas forcément les 100%. On est dans une approche qui est une aide à la décision, il ne s'agit pas de décomposer stricto sensu. Donc, on a des raisonnements qui permettent de répartir des coûts constatés, des coûts réels, sur des fonctions. Alors, la réflexion de base dans ces approches-là, c'est que se passerait-il si je supprimais cette fonction ou combien devrais-je débourser pour l'avoir? Ça, c'est une réflexion de type marginal et qui fournit une base solide pour ces estimations-là. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir décider? Pour pouvoir décider intelligemment dans un projet, puisque cette approche, elle nous sert entre l'univers des besoins et l'univers des solutions à identifier pour le bouquet de besoins qu'on a choisi et qu'on a fini par figer au fur et à mesure que le projet avance, quel bouquet de solutions je vais mettre en face. Et on a besoin de connaître en plus du coût des fonctions, on a besoin de connaître lorsque le produit existe déjà, le niveau de satisfaction du besoin par telle ou telle solution. Il y a les exigences d'un côté et il y a les performances des solutions de l'autre et voir si elles matchent et à quel niveau elles matchent. Éventuellement, se rendre compte qu'on est en surqualité parce qu'on donne 10 fois plus que ce qui était demandé ou ce qui est strictement indispensable. Et autre chose qui est indispensable, c'est connaître l'importance de chacune de ces fonctions pour la partie prenante concernée. On va dire l'utilisateur final, c'est la partie prenante principale. Et les fonctions ne pèsent pas toutes le même poids pour cette partie prenante. Il est important de savoir quand on fait un raisonnement coût par fonction, parce que dans le cours des projets, ça arrive toujours, on n'a jamais assez d'argent pour produire, pour fournir la totalité des services qui sont imaginés, demandés, rêvés par nos clients. Donc, on va devoir un peu renier, limiter l'ambition de départ, mais la limiter sur les points qui ne sont pas des points clés, la limiter sur des points qui n'ont pas trop d'importance. Donc, savoir qu'est-ce qui est important pour vous, utilisateurs, sur quoi vous êtes prêt à mettre finalement de l'argent,
et sur quoi vous seriez prêt à négocier peut-être une diminution des performances, puisque on peut le constater en faisant cette étude-là, il y a des performances qui par palier, peuvent entraîner un enchérissement des solutions. Donc, descendre d'un palier ou de deux peut permettre de diminuer le coût de 50% ou quelque chose comme ça. Donc, combien ça coûte, c'est bien. Fonction par fonction, c'est très bien. Mais est-ce que, à ce prix-là, j'ai la satisfaction totale du besoin? Et est-ce que c'est important, cette fonction-là? C'est le complément de l'aide à la décision. Ça se situe tout ça dans une construction d'une solution, d'un ensemble de solutions qui crée le maximum de valeur pour les parties prenantes. Alors, je vous procède un petit diagramme, on peut le faire de 50 000 façons, mais celui-ci est assez facile à lire, sur lequel on voit l'importance de ces éléments-là et on peut se poser quelques questions. Donc, en jaune, nous avons fait un travail avec le client pour hiérarchiser ses différents besoins, les fonctions que doit avoir le produit, les hiérarchiser pour dire, bien, écoutez, la fonction F5, on a identifié F5, c'est le tiers du produit, ça représente le tiers du besoin. Et puis, faire les classer comme ça en rang décroissant. Donc, j'ai une connaissance assez fiable qui est une approche quand même pas parfaitement mathématique, mais qui est assez fiable de ce qui est important pour le client. La fonction F3, c'est peanuts pour lui, et éventuellement, si je ne pouvais pas, pour des raisons économiques, lui fournir cette fonction-là, ça serait peut-être acceptable, alors que la fonction F5 et F1, il n'est pas question que je me pose la question de sa disparition. En face de ces fonctions-là, je parlerai ensuite du carré rouge, de la bordure rouge et de la bordure verte de F1 et F4. Donc, en face de chacune de ces fonctions, j'ai pour une solution donnée, la solution A, la solution potentielle ou la solution actuelle, la solution existante, peu importe. En tout cas, c'est une solution et une seule. J'ai des coûts. Ça peut être, si la solution existe, des coûts constatés. Ça peut être, si c'est un projet, c'est des coûts estimés. Donc, on se trouve avec une répartition des coûts qui est un petit peu bizarroïde et qui ne correspond pas à la hiérarchie du client. C'est-à-dire qu'on n'a pas une symétrie de ces deux courbes-là. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Et je connais des professionnels qui essaient d'équilibrer les deux courbes, de les symétriser en disant que bien, en F5, c'est beaucoup trop cher et qu'en F1, on pourrait accepter des coûts plus importants. En réalité, nous sommes responsables vis-à-vis du client du coût total, de la somme de tout ça. Maintenant, comment ça se répartit? C'est notre cuisine. Le client n'a pas besoin du tout de rentrer là-dedans. C'est sûr que le client, si la fonction F3, la toute petite dernière qu'on a classée à 4% de l'ensemble du besoin, si elle coûtait 70% du coût du produit, qu'il la prenne, il serait catastrophé. Mais si on obtenait sa satisfaction sur l'ensemble des fonctions de cette façon-là, ça marcherait aussi bien. Donc, le rééquilibrage n'a pas de sens. Et dans une solution donnée, on peut faire, en comparant deux solutions, on peut voir qu'en passant d'une solution à l'autre, on va voir les coûts qui vont être radicalement différents. Si je prends la fonction, par exemple, F6, qui est classée à 11%, et qui, dans cette solution, est à 5% du coût, bien si on imagine qu'il s'agit de ce capuchon-là et qu'il s'agit de protéger la poche du risque de salissure, je le fais avec cette pièce, ce capuchon-là, ça a un certain coût, on a 5%. Mais si dans mon stylo, je le fais avec une mine rétractable, la rétraction, vous savez, vous appuyez sur le stylo, elle rentre, elle sort. Là, la pièce est beaucoup plus complexe. J'ai un ressort, un poussoir, une petite vrille, j'ai tout un bazar qui fait que je ne serai pas du tout à 5%, je serai sûrement au double du coût. Bon, bien sûr, il faudrait le rééquilibrer sur le 100%. Et donc, je change une solution, je change le profil de la répartition des coûts. Donc, c'est normal que les coûts soient répartis un petit peu comme ils le sont. Mais par contre, ça nous donne des informations ultra précieuses. Si d'abord je sais où part le pognon, eh bien, les fonctions qui coûtent le plus cher, eh bien, c'est F5 et F4. Et là, j'ai une masse de pognon sur laquelle je peux me pencher avec une démarche de réduction de coûts, sur cette fonctionnalité précisément, et être efficace parce que engager les efforts d'une équipe
projet sur 50% des coûts du produit, ça vaut le coup, mais engager les mêmes efforts sur la fonction F2, 4% des coûts du produit, eh bien, ça serait utiliser de façon peu judicieuse les ressources qui sont toujours très limitées de l'équipe projet. Donc, je peux cibler mes recherches de solutions différentes, mes améliorations de solutions, ma réflexion en fonction de cette répartition des coûts. Elle m'est flagrante. C'est très important. Alors, regardons ce petit cadrage rouge et vert. Eh bien, le cadrage rouge que j'ai mis pour F1, c'est pour signifier une chose, c'est que la solution que nous venons d'évaluer à 13%, qui est la solution actuelle, n'est pas satisfaisante pour le client par rapport à ses exigences de base. On est en dessous du par. On n'est pas complètement satisfaisant. Donc, de le savoir, ça va aussi nous permettre de cibler les efforts de recherche de solutions concurrentes ou d'amélioration de la solution existante, même au prix d'un surcoût, parce que le client n'est pas satisfait et que ça, c'est la base. On a besoin de satisfaire et que c'est une fonction qui est la deuxième dans la hiérarchie du client. Elle est très visible pour lui. Alors, bien entendu, par rapport à l'importance des clients, il ne s'agit pas d'une vision bête et méchante, 1, 2, 3, 4, 5. On utilise plutôt des outils du type canaux, où il y a des fonctionnalités qui sont exigées par le client, mais qui n'ont pas une visibilité, une différenciation marketing très importante. Par exemple, faire que votre voiture, vous êtes concepteur de voiture, freine, eh bien, vous n'allez pas faire la différence avec vos concurrents sur le fait qu'elle freine. Elle doit freiner, votre voiture, il n'y a pas de problème. Elle doit freiner correctement. En revanche, si vous avez un niveau de freinage qui approche celui des Porsche alors qu'il s'agit d'une voiture de série, là, vous devenez différenciant. Donc, ce qui est différenciant est traité différemment de ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, on a cette hiérarchie, on voit que la F1 doit être satisfaite. Et pourquoi j'ai mis un cadre vert pour la F4? Parce que dans notre service de R&D, on a identifié pour cette fonctionnalité précisément des solutions émergentes qui sont révolutionnaires et qui peuvent casser le cadre du coût notamment. Donc, on a des pistes pour réfléchir, améliorer le produit, prendre des décisions pour toujours dans cet écheveau entre les besoins qui sont les besoins du client avec des exigences de tête et les performances que fournissent les solutions, on ait la meilleure adéquation et on soit capable de construire le meilleur bouquet de correspondance entre les deux. Alors, les principaux arbitrages, ben, ça peut être suppression d'une fonction mineure qui est coûteuse, faire apparaître à un client que cette fonction-là lui coûte 30% du produit ou 15% ou 10% ou une certaine somme, ça peut faciliter la négociation avec lui sur le, le fait de diminuer la performance, sur le fait de supprimer cette fonction-là, de devenir un produit plus spartiate, c'est intéressant. L'intégration de fonctions nouvelles à un coût marginal, on peut s'apercevoir que pour pas grand-chose, on peut rajouter de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être plus ou moins intéressantes et pour le client. La recherche de solutions alternatives, chaque fois que c'est coûteux ou mal satisfait, on vient d'en parler. Et la comparaison de plusieurs solutions concurrentes avec les plus et les moins. On voit que certaines solutions vont être plus satisfaisantes, totalement satisfaisantes, d'autres auront des trous dans la raquette de la satisfaction, certaines auront une répartition des coûts qui sera d'un certain type, avec un coût total de la solution identique à celui d'une autre solution, mais une répartition différente, ça peut permettre de se poser des questions. Pourquoi dans la solution A, la fonction 2 ne coûte que 12%, dans la solution B, la fonction 2 coûte 18%, et si j'utilisais la technologie de la solution A dans la solution B, et on commence à essayer des combinatoires lorsque c'est possible, ça n'est pas toujours possible. Bien entendu, si j'introduis une fonction qui nécessite l'existence d'un groupe hydraulique et que je n'ai pas prévu le groupe hydraulique dans ma solution B, ben évidemment, le coût ne sera pas marginal, il faudra rajouter un groupe hydraulique. Donc, on voit qu'il y a une réflexion à faire, mais que c'est un éclairage important pour l'équipe projet. Alors, en résumé, de quoi on a besoin? On a besoin d'une arborescence fonctionnelle, ça c'est clair, et généralement de premier niveau. Si votre arborescence fonctionnelle comporte 2 ou 3 niveaux, on traite les fonctions à leur niveau le plus élevé, et c'est là où on va faire les arbitrages, les principaux arbitrages.
On a besoin d'une décomposition organique de la solution, toujours du plus haut niveau. On s'arrête à des ensembles, on ne les décompose pas systématiquement, on va les décomposer systématiquement si on rentre dans l'optimisation d'un composant, du module, etc. Mais sinon, pour choisir entre des familles de solutions, on reste au niveau des organes, des modules, le plus haut possible. Économie de moyens, économie de moyens, économie de moyens, une équipe projet a des moyens ultra limités et un temps ultra limité. Une table de correspondance organe-fonction avec une clé de répartition pour les contributions multifonctionnelles. Donc, j'ai un organe qui contribue à telle et telle fonction. Donc, faire apparaître ça sur la table de correspondance. Le chiffrage des coûts dans une visée décisionnelle. Donc, on n'est pas sur des coûts réels, on est sur des coûts. Si je supprimais cette fonction, qu'est-ce que j'économiserais réellement? Si je mettais cette fonction, qu'est-ce que ça me coûterait réellement? Donc, ce n'est pas forcément la totalité des coûts que j'ai décomposés jusqu'au petit centime. Et la répartition de ces coûts par fonction en appliquant les clés de répartition qui ont été retenues. Voilà, dans l'idéal, ce dont je dois disposer. Alors, importance de l'ingénierie système et des outils logiciels, la décomposition d'une solution, j'ai une solution que je vais appliquer en face d'une hiérarchie, d'une arborescence fonctionnelle. Je vais mettre des modules qui vont être des modules fonctionnels, mais au fur et à mesure que je progresse dans l'étude de mes solutions, vont apparaître mes fonctions techniques, vont apparaître mes composants techniques, vont apparaître mes modules, mes organes, mes composants. Je vais descendre dans la finesse du détail des solutions. Et ça, cette démarche-là, c'est typiquement le domaine d'excellence de l'ingénierie système qui dispose pour faire ça d'outils, de méthodes. Et voilà. Alors, le suivi des exigences, au début des projets, j'ai dit qu'on était un peu flou, qu'on n'était pas sûr qu'on mettait ça et ça dans le périmètre, qu'on allait l'ajouter ou pas. En cours de projet, à l'occasion de découvertes fortuites, on peut modifier ce périmètre ou pour des négociations finales, on peut modifier ce périmètre, mais il devient de plus en plus intangible. On a des exigences donc qui ont évolué dans le temps. Alors, suivre les évolutions de ces exigences, c'est intéressant. Et puis, la répartition de ces exigences fonctionnelles sur les fonctions techniques, évidemment, c'est quelque chose qui est important. La coutenance détaillée de toutes les solutions dans le temps du projet, c'est bien entendu une nécessité. C'est indépendant de notre histoire de coupe à fonction et de décision d'arbitrage dans le temps du projet. On aura besoin à la fin de dire ce produit-là va coûter exactement ça à fabriquer. Ça devrait être quelque chose. Donc, il existe des outils de coutenance et c'est intéressant de les utiliser. C'est même dans le cas des produits complexes une nécessité absolue. Mais par rapport à notre démarche d'aide à la décision dans le temps du projet pour construire la meilleure solution ou le meilleur bouquet de solutions pour répondre à un bouquet de besoins identifiés au départ et puis finalisés, eh bien, n'oubliez pas qu'avec un simple tableau Excel, on reste capable de le faire. Donc, on n'a pas besoin d'avoir la totalité des outils et la totalité du détail, des coûts, des exigences, des organes, pour pouvoir travailler efficacement. On peut le faire à l'aide d'un simple tableau Excel, donc c'est un rappel quand même. Alors, est-ce que c'est suffisant pour décider, dans le temps du projet, de choisir la solution A, la solution B? Ben non, bien sûr. Bien sûr. Il y a des niveaux de risque, les solutions envisagées vont intervenir dans la décision. Le délai de développement, j'ai vu, moi, dans des projets, des excellentes solutions potentielles être abandonnées, non pas parce qu'elles n'étaient pas bonnes, non pas parce qu'elles n'étaient pas faisables, mais simplement parce qu'elles demandaient à être finalisées et que ça allait prendre un an et que ça ne correspondait pas au timing du projet. Le produit devait sortir dans les 6 mois, pas dans un an. Donc, on abandonnait ces voies-là qui étaient prometteuses, qui répondaient aux exigences de coût, qui répondaient aux exigences de performance. Donc, le risque de ne pas aboutir, bien entendu, quand on est dans l'innovation, l'acceptabilité de la solution par les parties prenantes, parce qu'on a beau avoir des solutions qui sont intelligentes et efficaces, est-ce qu'elles sont acceptables par les parties prenantes? Ça, c'est un souci.
La compatibilité, la cohérence avec la stratégie d'entreprise, avec son catalogue, avec son organisation. Si je ne sais pas faire la maintenance de produits hydrauliques, que je ne sais faire que de la maintenance de produits pneumatiques et mécaniques, eh bien, si j'introduis dans mon catalogue un produit hydraulique, ça veut dire que je vais avoir des soucis de formation de mes équipes de maintenanciers, je vais devoir élargir leurs compétences, donc c'est quelque chose qui n'est pas directement lié à la solution, mais qui a un impact organisationnel important qui peut faire qu'on rejette ou pas, d'ailleurs, une famille de solutions, une possibilité. Donc ça existe aussi. L'impact environnemental, je ne vous en parle pas. Et pour des produits militaires, il peut y avoir des risques de dissémination de technologies sensibles, même des interdictions. D'ailleurs, si vous avez des composants qui viennent des États-Unis, vous ne pourrez pas les mettre dans ce produit que vous allez vendre à l'Iran. Ça va être clair. Donc, ça n'est pas fonctionnel, ça n'est pas coût, ça n'est pas coût par fonction, mais c'est ça qui va faire qu'au final, on prendra ou on ne prendra pas. Alors, bienvenue dans la complexité, dans la décision sur cette construction d'une adéquation entre la solution finale construite et mise en œuvre et les besoins définis au départ par l'équipe projet. Eh bien, il se passe toutes ces choses-là dans laquelle la démarche coût par fonction a une vertu, c'est de fournir un éclairage, de permettre des arbitrages, de sensibiliser et de permettre aussi de fournir des arguments pour discuter avec les parties prenantes sur l'évolution de leurs exigences. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Et on va peut-être maintenant passer à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Jemil, pour cette présentation. Euh, Est-ce que tu aurais un petit fichier Excel à nous montrer, peut-être, pour illustrer Non, ce que tu as dit? Non, pas non. forcément. Alors j'ai évité ça parce que Ah, moi, je ne vais pas vous apprendre à faire des tableaux Excel. Je ne vais pas vous apprendre à utiliser les logiciels de coutenance. C'est pas l'objet de cette, d'accord. de cette heure. Mais surtout, il n'y en a pas besoin. C'est d'une grande clarté. Donc, voilà, Mais moi, je ne l'ai pas fait. justement, les questions qui sont sous-jacentes euh, montrent peut-être qu'il n'y a pas forcément autant de clarté que ça. Alors, on va D'accord, essayer de les d'accord. reprendre les unes après les autres. Peut-être que si certains veulent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Hein, vous avez un moyen de lever la main, je pense, ou de même de prendre la parole directement. Bon, il y a eu beaucoup de discussions sur alors, comment je pourrais résumer tout ça? Est-ce que tu arrives à les voir, toi aussi, les questions? Là, je vais les afficher, là. Ouais, Tac, tac, tac. Damien s'est permis de répondre à certaines. Euh, il y a eu une réaction assez irritante tout de suite quand tu as commencé à dire que les fonctions n'avaient pas de coût. Alors Damien a un peu expliqué. Tu peux revenir pour Oui. renforcer le fait que la fonction n'a pas de coût. Alors, la fonction n'a pas de coût. Alors, c'est une boutade. C'est simplement pour dire que dans l'absolu, je ne peux pas affecter un coût à une fonction, je peux affecter un coût à une solution. Et si je change de solution, je change de coût. Je prends un exemple simple. Nous avions pour un système d'information militaire sur le terrain, nous avons une fonctionnalité à assurer. Et cette fonctionnalité avait un coût. Et tout d'un coup, l'équipe projet a découvert qu'il n'y avait pas de nécessité d'encryptage, que cette donnée-là n'était pas du tout sensible, qu'elle pouvait transiter par le téléphone, les pigeons, par n'importe quoi. Et le coût de la fonction, de la satisfaction de ce besoin-là, s'est effondré. Il est devenu absolument marginal, il est devenu de quelques centimes, c'était plus rien du tout. Donc le coût de la fonction n'existe pas. Je veux dire, il n'y a que les réalisations qui vont permettre de répondre à ce besoin qui, elles, ont un coût. Mais elles sont en concurrence les unes avec les autres et il y a des gaps énormes, il y a des différences énormes entre les solutions. Est-ce que j'ai été clair? Oui, oui, je suppose. Qui veut prendre la parole? Ah, j'ai une personne. Daniel, vous voulez prendre la parole? Je vous en prie. Oui, votre micro est fermé, Daniel. Ah d'accord, maintenant ça Voilà. devrait être bon. Je ramène ça Oui, sur mon premier écran. Merci déjà. Je pense que c'était, je voulais juste peut-être préciser
que peut-être on pourrait dire que en fait, c'est le coût de satisfaction d'une fonction. On parle en fait de coût de satisfaction d'une fonction quand on dit coût de fonction ou coût de réalisation d'une fonction, en fait, Oui, n'est-ce pas? oui. D'accord. Ben, c'est juste ce petit complément que je Ben, voulais ajouter. Merci. la fonction, c'est ce que fait le produit, la C'est ça. solution, pour répondre aux besoins. C'est ça. J'ai une exigence avec le besoin et j'ai un produit qui a des fonctions qui vont satisfaire ce besoin-là, par un moyen Absolument. ou par un autre. Absolument. C'est ça. Super. Merci. Je vous en prie. Merci, Daniel. Jamil, il y avait aussi, finalement, ton capuchon de stylo. Oui, Tu répartis comment alors le coût par ces deux fonctions que tu as annoncées? oui, 50-50, 60, je- 60, 60-40, ou en pas du tout réalité, là, comme ça? je vais mettre des euros, là. Là, je vais mettre des euros. D'accord. Parce que, parce que je ne peux pas dire je vais prendre un tiers, deux tiers, parce qu'en réalité, la somme des deux n'est pas égale à la réalisation actuelle. Si je les traite séparément, les fonctions séparément, et que je les additionne, je n'obtiendrai pas le coût du capuchon. Je me suis mis dans la situation où je supprime une des deux et je vois combien coûte celle qui reste. D'accord. Donc, Donc on n'a pas, on n'a pas, je chiffre en centimes. tu, d'accord. Un centime et demi pour l'un et puis 2 centimes pour l'autre, enfin peu importe. D'accord, ok. Ce sera en coût comme ça. Ok, ce sera Oui, pas en répartition sur 100%. D'accord. Euh, Est-ce qu'il y a deux personnes? N'hésitez pas à lever la main. J'ai levé la main. Ah, pardon. Alors, Damien. je vois pas. Bah, vous avez bien fait de prendre la parole. Ah, Ah, c'est ok. Damien? Bonjour Damien. Damien, ouais. Enchanté, Euh, je t'en prie. Merci. Jamie, est-ce que tu pourrais revenir sur la diapo où tu compares le coût et l'intérêt des fonctions avec Oui, le petit diagramme, le oui, petit histogramme? voilà. Parce il y a quelque chose qui me chagrine dans ce Oui, que tu as dit. On avait l'impression que la satisfaction de la fonction est dépendante du coût. Mais non, pour moi, il y a trois grandeurs. Il y a le coût qui est quelque chose qu'on essaye d'objectiver par répartition des coûts des composants sur les fonctions. Il y a l'intérêt que porte le client à chacune des fonctions qu'on essaye de ça, mesurer avec d'autres outils comme le tri croisé ou enfin les outils de hiérarchisation des fonctions. Et il y a une troisième dimension qui est est-ce que, indépendamment des coûts et indépendamment de l'intérêt qu'un client a pour une fonction en absolu, est-ce que la solution qui est livrée satisfait ou non correctement à la fonction? Et là, on pourrait travailler sur un pourcentage de satisfaction de 0 à 100%. alors là, on est parfaitement d'accord. On est en phase. Je me suis mal exprimé si ça n'a pas été clair comme ça. En jaune, la partie de diagramme en jaune, c'est bien l'importance pour le client, la hiérarchisation, le tri croisé, etc. Et on a une décomposition de l'importance. En vert, on a les coûts constatés. Il se trouve que c'est la solution actuelle. Une solution qui existe, et donc j'ai des vrais coûts et tout ça, ils se répartissent comme ça. J'ai fait la clé de répartition, ça donne ça. Et donc, on ne parle pas de satisfaction. La solution est réputée satisfaire les clients, les exigences. Et en réalité, à l'occasion de cette étude, on s'est aperçu que F1 n'était pas bien satisfaite. Alors, on peut affecter un pourcentage de satisfaction, disons à 80% ou à 30%. Je ne l'ai pas fait sur le diagramme ne le fait pas apparaître du tout. C'est simplement une espèce d'étoile de marqueur pour dire attention, ce truc-là, sur la F1, j'ai cadré la partie jaune, j'aurais pu cadrer la totalité. Sur F1, on a un problème de satisfaction. Il faut qu'on se penche dessus. C'est indépendant. D'accord. Et on peut éventuellement obtenir la satisfaction de ce besoin-là avec une évolution de la solution qui serait moins coûteuse. Mais on peut l'obtenir aussi avec une solution qui serait plus coûteuse. C'est plus probable, mais ce n'est pas une obligation. Ok, on J'ai pourrait passé aussi clair parler votre. de contribution à la satisfaction qui serait l'intérêt multiplié par le degré de satisfaction On, en on, pourcentage. on peut, on peut, oui.
D'accord. Merci, Damien. Olaf, tu voulais compléter peut-être pour donner. Volontiers, j'ai proposé un moyen de tourner ce débat de y a-t-il un coût à la fonction ou pas, ou à la solution. Évidemment, le coût, il est affecté à une solution. Enfin, c'est le coût des éléments de la solution qu'on connaît. Et comme Jamie vient de le présenter, on démarre avec une solution qu'on connaît quand c'est ce cas-là, et on connaît les coûts de ces composants-là, et on va voir quel est le coût des fonctions qui sont générées par les composants impliqués dans la fonction, dans la solution actuelle, dans une solution connue. Donc il y a le coût d'une fonction d'une solution qui est lié aux composants de la solution qu'on connaît. Et à partir de cette répartition où on voit dans ton tableau là, la répartition en vert, ben, on s'aperçoit que la fonction 5 coûte la moitié. Et c'est là qu'on va décider de réduire ce coût puisqu'il est trop important et avoir une solution finale où on aura une autre solution technique qui donnera un autre coût à F5. Donc le coût de la fonction dans la solution finale sera moins important que le coût de la fonction dans la solution initiale à travers les composants impliqués. Tout à Donc fait. ça, on peut parler de coût de fonction, mais ce n'est pas un coût de fonction indépendant d'une solution précise. C'est le coût d'une fonction dans une solution connue qu'on peut vérifier. Absolument. Absolument. Et du coup, on réconcilie cette espèce de débat. Évidemment, on ne peut pas chiffrer une fonction. Enfin, une fonction ne se chiffre pas en coût. C'est la solution qui sert à la fonction, qui génère la fonction, qui sous-tend la solution, qui a un coût. Nous sommes d'accord. Ouais. Merci, Olaf. Avec plaisir. Est-ce que Jean-Pierre, tu veux t'exprimer? Oui, j'avais pas pour lever ma main, je ne trouve pas sur mon écran. Oui, je dis à un moment, est-ce qu'on ne doit pas aussi arriver au niveau des critères avec leur niveau de satisfaction? C'est le niveau attendu est atteint ou pas? Je pense que c'est peut-être important. On est plus loin que la fonction, mais c'est quand même ce qui définit les exigences clients et puis un niveau de performance avec une forme d'indicateur qui est intéressant. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Mais Ouais. bon, en faisant cette présentation, ben, je m'apercevais qu'il fallait que j'aille de plus en plus dans le détail, que finalement c'était toute la décision, tout le temps du projet, à chaque étape, et qui impliquait la vision totale, c'est-à-dire la satisfaction du besoin, la perception par le client, le coût, la vision plus globale, non, et tout est imbriqué. Donc les Tout à fait d'accord, hein, Jimmy. Voilà. Et même qu'un critère n'est pas particulier à une fonction. Souvent, un critère qui appartient, entre guillemets, à une fonction impacte sur d'autres fonctions. Donc, on rejoint le débat que tu avais mis sur ces fameux coûts par fonction. Oui. C'est juste attirer l'attention de nos, des personnes qui assistent à cette présentation qu'on ne peut pas se réduire la décision à simplement je regarde combien coûte chaque fonction et j'ai une idée de combien coûte la réalisation de chaque fonction, la satisfaction de chaque besoin et puis j'ai ma réponse. Ah ben non, c'est pas simple comme ça, c'est plus riche. Donc c'est un projecteur utile, mais il est loin d'être suffisant. Et puis, on n'échappe pas à tout ce qui est, je dirais, dans ce type de démarche, à être relativement, on va dire, groupe de travail dépendant, quoi. Je veux dire, Oui. Hein? Oui. Donc, le choix initial d'un groupe de travail et puis d'experts extérieurs, éventuellement, est particulièrement important, quoi. Tout à fait. Je vois que Constance a levé la main. Monsieur Constance. Oui, mais en fait, c'était par rapport à la répartition des coûts sur les fonctions. Je me disais que quand on raisonnait à coût marginal, est-ce qu'il n'y avait pas un risque de surestimer le coût d'une solution donnée? Parce que l'exemple, je trouve que vous avez donné est très pertinent. Finalement, ce bouchon de stylo, quand on lui alloue un coût juste à la fonction attachée et puis un coût juste à la fonction protéger la poche, on voit bien que quand on fait la somme des coûts, ben, on va arriver à un coût supérieur à la solution initiale, qui est une solution qui permet de couvrir plusieurs fonctionnalités et en supposant un niveau d'exigence atteint. Et c'est là toute la difficulté, parce que finalement, on est un peu dans ces cadres verts que vous mentionnez. Il y a peut-être finalement une partie de ce cadre vert de chacune des fonctions qui est répétable sur plusieurs fonctions. Et
Et donc, ça revient à pénaliser une solution qui est pourtant, je dirais, répond à plusieurs exigences. Donc, c'était toujours cette répartition des coûts me semblait particulièrement difficile, effectivement. Oui, c'est l'intérêt de bien faire ça de façon participative avec tout le groupe projet. Donc, on est tous conscients à un moment donné de la répartition des coûts et de comment on l'a fait, et puis de l'aspect marginal de certains coûts et de la démarche qu'on a faite. Et finalement, ce piège-là de surestimer, on ne tombe pas dedans parce que tous les participants le savent. Là, on n'est pas et on n'est pas en train aussi de fabriquer un coût industriel, un prix de vente. Hein. On est en train de décider si je supprime ou non l'accroche dans la poche. Et voilà, c'est là qu'on. Mais on se focalise sur quelque chose qui est réaliste, c'est-à-dire si je supprime, j'arrive à convaincre mon client que finalement il n'en a pas besoin et qu'il va faire une économie de 10% sur les coûts en supprimant ce petit gadget qui peut s'en passer. Mais ça en faisant ça, je perds le fil de ce que je voulais dire, je suis désolé. Non, mais je pense que l'exemple était très bon parce qu'il amène à réfléchir sur la façon dont on le représente au groupe de travail. Et notamment dans le diagramme que vous présentez, je pense que ça peut être intéressant de montrer qu'une fonction, on peut avoir finalement sur ces diagrammes en vert des notions de coexistence de coûts qui donc méritent d'être mises à l'attention du groupe de travail. Voilà, le groupe de travail, il utilise ces décompositions-là pour prendre des décisions en ayant ciblé. Je me pose la question de ces deux fonctions-là, je n'ai pas pris toutes les autres. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi celle-là, pour des raisons stratégiques, pour des raisons de volume de coûts, pour des raisons pour X, Y, Z ou d'opportunités, d'existence d'alternatives. Mais ça, le groupe doit utiliser ces leviers-là à bon escient. Pour ça, il faut qu'ils aient tous contribué à cette petite cuisine. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, écoute, j'ai pas l'impression. Je regarde s'il y a d'autres personnes lèvent la main, comme on n'a pas la vision sur tout le monde. Non, écoutez, on a eu quelques remarques dans le chat euh, sur Olaf qui précisait que lui, il travaille aussi beaucoup avec les concepteurs qui fournissent la solution pour déterminer ces éléments-là, plus que sur un groupe de travail. C'est ça, Olaf, tu veux compléter ce que je dis là? Parce que j'ai vu que tu levais la main. Oui, merci Cédric. Oui, ça évite beaucoup de discussions dans les groupes de travail, en réalité, de faire cette répartition avec celui qui a conçu, qui sait ce qu'il a rajouté lui et comment il peut faire l'équilibre. Et que ça évite le risque que soulevait Jean-Roch Constant. Il y en a un qui sait combien il a mis de matière, il sait combien il en mettrait s'il fallait faire qu'une partie. S'il Et remplissait pas surtout, les les fonctions. concepteurs sont capables de donner des pistes en disant votre exigence là, elle me bloque, moi, concepteur, et si vous la modifiez de temps, je suis capable de vous fournir une solution moitié moins chère. Et donc, fournir des pistes, des indicateurs, des pilotes de coûts, faire apparaître les pilotes de coûts par les gens qui sont responsables finalement de la fabrication. Ouais, je partage ton avis. C'est un dialogue en fait. C'est Oui, pas un outil où on va se mettre d'accord sur combien il y a. Il y a deux fonctions à remplir. On va demander à celui qui a conçu la solution combien il a mis d'argent, combien il en mettrait s'il faisait les deux, combien il en faisait s'il en faisait une et pas l'autre. Et du coup, ça ouvre immédiatement à la possibilité de voir, ah ben si elle coûte pas cher, ça coûte pas cher de rajouter la petite épinglette, comme tu disais, mais si je l'avais pas, mon Dieu, le moule est beaucoup plus simple, donc c'est beaucoup moins cher. C'est pas le fait de rajouter une épinglette, enfin, c'est pas le coût de l'épinglette qui coûte cher, c'est le coût de faire les deux. Alors que oui, peut-être tu aurais un moule beaucoup plus simple avec juste le moule conique et que de complètement. rajouter l'épinglette, ça coûte une fortune. Et donc tout de suite, le concepteur va dire, mais si vous n'en avez pas besoin, je vous le fais pas l'épinglette. Et du coup, ça coûtera infiniment moins cher. Et on a une proposition de solution finale moins coûteuse. Voilà, c'est ce dialogue-là qui est intéressant à instaurer et à éclairer avec les coûts par fonction, mais ne pas
penser que les coûts par fonction vont nous donner ces éléments-là. Ce sont les interlocuteurs autour de la table qui vont nous les donner. Le coup de projecteur est important, mais cet aspect de démoulage, de complexité du moule et tout ça, il faut qu'il y ait la personne compétente autour de la table. Moi, je voulais rajouter une question, Jémile, parce que là, tu nous montres 5 ou 6 fonctions. Quelquefois, on a des produits avec beaucoup plus de fonctions. Bien sûr, Là, ça va être difficile de faire un schéma comme tu nous le montres, bien sûr. parce qu'on aura des 2%, des 2,3, des 4, des 7, des 8. Comment tu t'y prends quand il y a vraiment plein de fonctions? Tu sélectionnes les fonctions les plus importantes, justement? Tu fais comment? Personnellement, j'ai travaillé sur des produits extrêmement complexes Mhm. et je n'ai jamais fait des arbitrages sur des centaines de fonctions. Tu Ça, restes. ça n'est pas réaliste. Je veux dire, on choisissait. On choisissait D'accord. toujours. Vous choisissez certaines fonctions. Oui, oui. Ok. Tu fais pas d'arbres? Moi, Si, quelquefois, si, j'ai vu faire. je fais des arbres, mais je les étudie que de façon Voilà. partielle. Et voilà, c'est compte tenu des moyens, compte tenu D'accord. du gain potentiel qu'on imagine, Pas, voilà. donc je vois bien l'arbre. Partiel, ça veut dire certaines ou plutôt au niveau, à des niveaux plus haut de l'arbre, moi, les branches les plus hauts ou les plus. Ça nous est arrivé de descendre dans l'arborescence assez bas pour une fonctionnalité particulière parce qu'on avait une idée en tête par rapport à ça. D'accord. Mais sinon, c'est le D'accord. plus haut possible. C'est le plus haut possible. On est D'accord. quand même dans des arbitrages d'équipes projet sur des compositions de produits qui sont perceptibles par le client instantanément. On n'est pas sur le détail de la cuisine. D'accord. Ok. Merci Il y a pour une ça. autre question dans Oui. le même goût. S'il nous reste 2 minutes, si on a une nomenclature avec 10 000 composants, on peut se poser la question aussi, tu l'as dit plus ou moins tout à l'heure, mais c'est peut-être intéressant de repréciser, on ne va pas forcément descendre jusqu'au niveau du composant, on va Ben pouvoir non, travailler au niveau des sous-systèmes, des organes, ben etc., non, ben non. sans aller dans dans l'hyper-finesse. Oui. Je vois Jérôme Laguerre Jérôme, oui. Oui, Oui. bonsoir et merci Jamil pour cette présentation. Moi, j'ai toujours des difficultés et j'aimerais profiter là, de ce moment pour aborder l'imputation des coûts liés aux assemblages. Parce qu'on parle uniquement des composants Oui. sur un système plus ou moins complexe. Comment arrivons-nous à ventiler et à valoriser du coup les coûts d'assemblage par rapport à ces fonctions? Et C'est une alors question de là, fond que j'arrive pas, j'ai pas de réponse. Voilà. Donc, si les, quelqu'un là, je suis preneur. les assemblages, la mauvaise solution, c'est de les répartir par nombre de pièces assemblées. C'est la mauvaise solution. Mais il faut considérer techniquement en quoi consiste l'assemblage et où part le temps d'assemblage, la difficulté d'assemblage et de faire une répartition. Mais c'est effectivement, c'est au doigt mouillé. Ça, c'est ce que j'essaie de dire depuis le début sur cette présentation, c'est qu'il n'y a pas de mathématiques là-dedans. Il y a de la réflexion d'ingénieurs, de techniciens, il y a de la réflexion de gens du marché, de perception client, mais on n'est pas sur de la mathématique. Mais pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne peut pas. Merci. Bon, bah écoute, je crois que on a fait le tour des remarques et des questions. Ça a lancé un débat intéressant. Merci encore, Djemil, Mais pour je t'en cette prie. présentation, pour le détail justement d'un outil qui est quand même à l'origine de l'analyse de la valeur, hein, parce que c'est bien les coûts et les fonctions qu'on compare. Je crois que Larry Mice a découvert ça et nous en a fait part. Donc, merci encore, Djemil, pour ces précisions, ces risques, ces détails, ces importances, ces doigts mouillés, comme tu dis, et pour ton expérience et cette transmission. Merci encore, Djemil. Merci à vous tous d'avoir participé. Oui, cette présentation sera présente sur notre site internet, YouTube. On a une chaîne YouTube
à la FAB et on mettra à disposition ce webinaire. Donc, vous pourrez le revoir, vous pourrez le transmettre à d'autres personnes avec plaisir. Et écoute, encore merci, Jamil. On vous retrouve en À vous. juillet pour une présentation de Damien qui nous présentera le travail des intérêts. Comment La tu recherche de présenterais? fonctions, la recherche de fonctions par le diagramme d'environnement. Voilà, la recherche de fonctions par le diagramme d'environnement. Et donc, on vous attend en juillet. On vous enverra à nouveau un lien. Merci encore pour votre présence à tous. Merci encore, Jamil, et à tous les Merci de participants. votre attention. À bientôt. Merci, Jamil. À bientôt.